Bonjour et bienvenue pour cette 19e émission d'Untranouille, une émission consacrée aujourd'hui à l'actualité législative de l'Assemblée. Au sommaire de cette édition, l'esprit des lois, parole d'élus, retour en images sur la fête nationale. Première page de cette émission, l'esprit des lois, avec un projet de loi consacré à la transmission de la nationalité présenté par Brigitte Boccon-Pagès. Ce projet de loi fait suite à la proposition de loi numéro 244 déposée par le Conseil national en octobre 2019. Je le rappelle, selon l'INSEE, avec la loi actuelle, la principauté pourrait compter d'ici 50 ans 14 700 nationaux, soit une augmentation de 62% de leur nombre. Avec ce texte, les conseillers nationaux ont eu comme objectif premier de pérenniser notre modèle pour les générations futures en anticipant cette augmentation progressive du nombre de nationaux. Il nous semblait en effet indispensable que nos enfants et nos petits-enfants puissent profiter eux aussi du modèle social exemplaire dont nous bénéficions aujourd'hui. Ce modèle, nous le savons, repose principalement sur deux aspects. Tout d'abord, son financement, bien sûr. Ensuite, l'espace disponible pour construire des logements. C'est ce dernier point en particulier qui nous a conduit à mener cette réflexion. Si la loi actuelle reste inchangée, il sera de plus en plus difficile à l'avenir d'assurer la construction en nombre suffisant de logements domaniaux pour les Monégasques, notre territoire n'étant pas indéfiniment extensible. Conscient de cette problématique, c'est en ce sens que le Conseil national et le gouvernement ont travaillé sur ce texte relatif à l'acquisition de la nationalité par mariage. Soucieux de préserver l'unité de notre communauté nationale sur un sujet aussi sensible, le président Stéphane Valéry avait tenu à mener une large concertation avec toutes les associations représentatives des Monégasques, ainsi qu'avec l'ensemble des formations politiques représentées au sein de l'Assemblée. Un large consensus était ainsi dégagé pour une décision équilibrée et pragmatique. Au cours des débats, il était rapidement apparu que le maintien du délai de 10 ans de vie commune pour la transmission de la nationalité à son conjoint ne paraissait pas envisageable aux yeux de la grande majorité des parties prenantes. À l'opposé, l'autre option plus radicale de la suppression pure et simple de la transmission de la nationalité par mariage a été également écartée. En élus responsables, et parce que nous souhaitions le plus large consensus possible et un débat apaisé, nous avions donc opté pour la voie médiane que le gouvernement a aussi approuvée. Le projet de loi, tel que transformé par le gouvernement et amendé par la commission de législation, a donc retenu le principe selon lequel la nationalité pourrait désormais être acquise après 20 ans de mariage. Ce délai de 20 ans correspond en effet dans la vie à une génération, c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'une personne extérieure à la principauté s'intègre totalement à notre culture, à notre identité et donc à notre pays. Cette décision permettra de limiter l'augmentation du nombre de nationaux. Selon l'INSEE toujours, grâce à cette mesure, il y aura environ 1500 acquisitions de nationalité par mariage en moins d'ici 50 ans. Nous avons tenu à ce que des garanties quant à l'accès à l'emploi en principauté ou l'accès au logement dans le secteur protégé d'habitation soient prévues pour renforcer les droits des parents d'enfants de nationalité monégasque qui n'auraient, eux, pas acquis la nationalité. Cette loi ne s'appliquera qu'après le 1er juillet 2022,
afin de laisser le temps aux personnes en couple qui le souhaitent de se marier selon la loi actuelle. C'est donc bien aujourd'hui une réforme du droit de la nationalité équilibrée, prenant en compte les réalités humaines des familles, qui témoignent de l'attachement des élus à l'unité de notre communauté monégasque et à la pérennisation de notre modèle social. Ce que nous avons préparé pour le contrat habitation-capitalisation est une grande réforme qui va dans le sens des attentes des Monégasques, en rendant le CHC plus souple et plus adaptable au fil du temps. Nous avions assez longuement discuté avec le gouvernement, mais le projet de loi 1034 qu'il a déposé en avril sur le bureau du Conseil national nous paraissait incomplet et encore assez éloigné de nos attentes. Il nous aura donc fallu quelques mois d'études et de concertation pour préparer un certain nombre d'amendements. Et je veux d'ailleurs en particulier remercier le haut-commissaire pour son avis éclairé. Je veux d'abord rappeler l'objectif premier du CHC, qui est de permettre à un résident domanial de ne plus payer à perte un loyer toute sa vie. Deux bénéfices principaux émanent du CHC. Le droit au logement gratuit et transmissible une fois le contrat payé, et la constitution d'un capital à la hauteur de la valeur de l'appartement occupé. Après une dizaine d'années d'application, le CHC a montré toute son attractivité puisque près de 1300 foyers y ont déjà souscrit. Et je crois que l'on peut d'ailleurs rendre hommage à Stéphane Valéry qui a inventé ce contrat en 2009. Aujourd'hui, avec le président, nous pensons qu'un certain nombre de points de la loi nécessitent une révision, notamment pour rendre ce contrat plus souple, tant en matière de mobilité que de remboursement, ou encore de transmission du capital. Dans les amendements proposés par la commission du logement que je préside, nous nous sommes d'abord attachés à faire en sorte que le CHC puisse désormais être contracté dans n'importe quel appartement domanial, y compris sous la 887, qu'il soit ou pas inscrit au plan triennal ou au plan national pour le logement. Dans tous les cas, l'occupant domanial pourra contracter un CHC et le transférer ultérieurement, sans rupture, dans un futur logement, en adaptant évidemment le contrat à la valeur du nouveau bien. Et un régime de faveur sera accordé aux occupants d'un logement déjà sous CHC, dont l'appartement serait ultérieurement amené à être détruit, sans prévisibilité au moment de la signature du contrat. Un autre point qui nous semblait important était d'inscrire plus de souplesse dans les remboursements au cours d'un CHC. Cela permettra désormais d'effectuer en cours de contrat des apports intermédiaires qui pourront permettre de revoir éventuellement les mensualités ou la durée du contrat, à l'instar de ce qui se pratique pour les prêts immobiliers traditionnels. La future loi permettra également de revoir les mensualités en cas de baisse de revenus. Avec la commission du logement, j'ai également souhaité me pencher sur la transmission du capital au moment du décès du contractant. Jusqu'à ce jour, si le bénéficiaire n'avait pas de descendants en ligne directe, son capital finissait dans les caisses de l'État. Désormais, ce que nous souhaitons proposer à tout contractant de CHC qui n'aurait pas d'enfant, c'est de pouvoir transmettre son capital hors succession à une autre personne qui aura été désignée préalablement par acte administratif auprès de l'administration des domaines. Cette proposition d'amendement est très largement inspirée par ce qui se pratique dans les assurances-vie. La réforme du contrat habitation-capitalisation que nous nous apprêtons à voter rendra la vie des Monégasques plus facile en leur permettant de faire évoluer leur CHC au gré de leur parcours dans les domaines, mais aussi de leur parcours professionnel ou familial, tout en s'assurant d'une meilleure transmission, sans oublier bien sûr que le renouvellement gratuit du contrat au terme des 75 ans sera désormais inscrit dans la loi. De la phobie scolaire au difficile chemin vers la confiance en soi, en passant par l'impossibilité de nouer des liens sociaux et en allant parfois jusqu'à la tentative de suicide, le sujet du harcèlement et de la violence en milieu scolaire est particulièrement grave et sensible. Si ce dernier a toujours existé, il prend aujourd'hui de nouvelles formes qui dépassent les frontières des collèges et des lycées et s'invit dans le quotidien permanent des enfants, notamment avec les réseaux sociaux. Il était alors urgent que les législateurs prennent ce problème à bras-le-corps et viennent apporter des solutions adaptées. L'inclure dans un cadre juridique avancé était de la responsabilité des élus, afin de prévenir, de détecter et de régler au mieux les situations de harcèlement pour les jeunes qui en sont victimes, mais également faire prendre conscience aux harceleurs de la gravité de leurs paroles et de leurs actes. Bien que Monaco soit doté d'un système scolaire et éducatif privilégié,
Le harcèlement et la violence en milieu scolaire y sont bien présents. C'est pourquoi ce projet de loi, numéro 1036, s'attache à placer le curseur au bon niveau avec des mesures pédagogiques, mais également dissuasives pour les cas de harcèlement les plus graves. Notre approche est ainsi bienveillante, car nous partons du principe que dans le cadre scolaire, il faut avant tout éduquer plutôt que de réprimer. Pour autant, si des actes de harcèlement persistent, le projet de loi est doté d'un volet répressif permettant d'apporter une réponse pénale adaptée. Ce texte fera ainsi rentrer Monaco comme l'un des pays d'Europe du Sud les plus avancés en termes de lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, à l'image des pays scandinaves et nordiques qui sont régulièrement cités comme références dans ce domaine. Ce texte fait suite à la proposition de loi numéro 247 relative aux pratiques de soins non conventionnels votée en décembre 2019, dont l'objet était de doter la principauté d'un régime particulier s'agissant de ce qu'on appelle plus communément les médecines douces. Cette proposition de loi soumettait l'exercice des pratiques de soins non conventionnels à une autorisation administrative subordonnée à l'avis consultatif d'une commission ad hoc composée entre autres de professionnels de santé, garantissant ainsi la fiabilité de la discipline et le respect du domaine de la médecine conventionnelle. Le gouvernement, dans son projet de loi, a quant à lui choisi de mettre l'accent sur la protection des personnes sur lesquelles sont mises en œuvre des pratiques qui pourraient contribuer à leur mieux-être, partant du postulat que ces pratiques sont susceptibles de présenter des risques pour la santé des usagers. Cela s'est traduit lors de la transformation du texte par le gouvernement par une modification de l'intitulé et de la substance de la proposition de loi. Le texte actuel du gouvernement maintient le régime de déclaration et d'autorisation d'exercice de droit commun, tout en subordonnant cet exercice à la mention de l'activité envisagée sur la liste fixée par arrêté ministériel. La Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses a considéré que, ce faisant, le gouvernement avait dénaturé l'esprit de la proposition de loi du Conseil national et qu'il n'était pas en adéquation avec l'évolution des demandes et des besoins des résidents. Le mécanisme envisagé par la proposition de loi initiale était bien entendu de nature à préserver les usagers de toute dérive potentielle. La Commission a donc, par ses amendements, souhaité revenir à l'intitulé initial du texte et réintroduire le régime d'autorisation spécifique à l'exercice de ces pratiques. Il s'agit d'en faire des professions à part entière, tout en maintenant la liste de pratiques fixées par arrêté ministériel voulu par le gouvernement. La Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses a donc souhaité maintenir la création d'une commission ad hoc afin de s'assurer du sérieux de ces professionnels. Concrètement, avec cette loi, les personnes exerçant des pratiques de soins non conventionnels qui répondent aux critères prévus par ce texte seront désormais reconnues comme des professionnels dans leur domaine de compétences et pourront exercer en principauté en s'en prévalant de leur titre. Lorsque ce texte sera voté, ce sera une avancée majeure pour la reconnaissance de ces pratiques, auxquelles de nombreux résidents ont déjà recours et qui sont donc déjà une réalité dans la société monégasque d'aujourd'hui. Le projet de loi portant modification de la procédure civile a pour objet de modifier et de compléter les dispositions actuelles et vieillissantes du Code de procédure civile. Le but de ce texte est de répondre aux besoins développés par la pratique ainsi qu'à ceux d'une justice moderne et efficace. Ce projet de loi est le premier résultat de la réactivation en 2018 de la commission de mise à jour des codes qui regroupe un ensemble de praticiens du droit et des représentants des différentes institutions monégasques, dont le Conseil national. Elle a réalisé un travail de fond de grande qualité, ce qui a facilité les travaux de la commission de législation. L'efficacité de la procédure civile, c'est-à-dire les règles d'organisation des procès, contribue à l'accessibilité aux juges et ce texte permet également de répondre aux besoins et attentes légitimes des justiciables. En premier lieu, l'objectif est de répondre à des besoins pratiques des juridictions et des praticiens du droit. Il s'agit notamment d'éviter les difficultés dans l'exécution des décisions de justice, de préciser les modalités d'instruction des affaires et de créer une assistance judiciaire partielle qui permettra d'élargir le nombre de personnes pouvant en bénéficier. Ainsi, un plus grand nombre de personnes pourront solliciter la prise en charge d'une partie de leurs frais de procès, sous réserve bien entendu du montant de leurs ressources. En second lieu, les modifications visent à actualiser les textes en vigueur, souvent vieillissants, et à abroger certaines dispositions obsolètes.
Par exemple, ce projet de loi prévoit la généralisation de l'obligation d'être représenté par un avocat défenseur devant le tribunal de première instance, la modernisation et la clarification des règles de compétences juridictionnelles, la clarification des pouvoirs du juge du référé et la réforme des règles de procédure applicables devant la Cour de révision. Ce projet de loi vise à moderniser des dispositions de procédure civile désuètes, parfois source de contraintes importantes pour le justiciable comme pour les juridictions, et même, dans certaines circonstances, en décalage avec la pratique observée. Dans le cadre de ces travaux, la Commission s'est attachée à concilier les impératifs procéduraux avec la protection des droits fondamentaux du justiciable. La Commission a enfin saisi l'occasion de ce projet de loi pour rappeler au gouvernement sa volonté de voir aboutir les réflexions destinées à une publication élargie des décisions de justice. Depuis le début de la crise liée à la Covid-19, le Conseil national a toujours cherché à proposer et à soutenir les mesures les plus justes et les plus équilibrées, tant sur le plan sanitaire qu'économique et social. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, et encore récemment, lors des débats liés au budget rectificatif 2021. Le port du masque, particulièrement pour les élèves du primaire, n'est justifié qu'en cas de forte circulation du virus. En effet, ces jeunes écoliers, lorsqu'ils sont en classe, sont déjà tenus au respect de la distanciation. C'est pourquoi le Conseil national estime que pour ces élèves, l'obligation du port du masque devrait être levée lorsque les taux d'incidence sont inférieurs à 50. Cela permettrait au moins, sur certaines périodes, de soulager les élèves de cette contrainte. Et plus particulièrement, cette levée du masque serait extrêmement bénéfique pour les élèves du cours préparatoire, qui apprennent tout juste, en 11e, à lire en imitant le maître ou la maîtresse et en reproduisant les sons qu'ils prononcent et afin d'énoncer convenablement les syllabes composant les mots. Avec un masque, il va sans dire que les échanges avec le professeur sont faussés, ce qui rend cet apprentissage de la lecture encore plus difficile qu'il ne l'est déjà. Il s'agirait là d'un choix et non d'une obligation qui ne serait mis en place que lorsque les indicateurs seraient faibles. Nous demandons donc au gouvernement d'étudier sérieusement cette hypothèse qui permettrait davantage de flexibilité. Ainsi, nous avons regretté, alors que le taux d'incidence est resté 3 semaines consécutives au-dessous de 50, nous avons regretté que le gouvernement n'ait pas pris la décision de libérer les élèves du primaire du port du masque. Autant il faut être réactif et renforcer les mesures de protection lorsque les taux sont à la hausse, autant il faut l'être également lorsque ces taux sont à la baisse et prendre alors les mesures d'assouplissement appropriées. Par ailleurs, un moyen supplémentaire nous est offert pour retrouver au plus vite et dans les meilleures conditions une vie que nous pouvons qualifier de normale. Il s'agit bien entendu de la vaccination. Je vous encourage donc tous, comme la majorité des élus, à vous faire vacciner et à inciter vos proches à faire de même pour vous protéger vous-même, mais également pour protéger toutes celles et ceux que vous côtoyez. Très chers compatriotes, seront à l'étude de ces séances législatives, qui, je vous le rappelle, sont programmées sur 3 soirées, plusieurs projets de loi. Si tous sont évidemment nécessaires pour la principauté, certains ont une portée plus technique, tandis que d'autres proposent des avancées sociétales. Plusieurs de ces textes sont encore à l'étude en commission, mais j'ai bon espoir qu'ils puissent être proposés à nos votes durant cette session d'automne. Ceux qui me connaissent comprendront aisément que je choisisse d'évoquer ce soir les sujets qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, le harcèlement en milieu scolaire, sujet pour lequel je m'étais déjà beaucoup exprimée avec mon ancien collègue M. Barry-Larot
lors de l'ancienne mandature. Le sujet n'est pas nouveau et M. Moreau aura pu proposer un texte consolidé qui a le mérite de bien encadrer la réponse qui doit être apportée au harcèlement. Vos élus de la minorité, en accord avec ceux de la majorité, ont tenu à ce que la recherche de la capacité de discernement chez le mineur soit bien recherchée pour mettre en place des sanctions pénales à l'encontre de l'auteur des faits reprochés. Ensuite, j'espère que nous pourrons voter lors de cette session le texte qui réforme les dispositions relatives à l'incrimination des agressions sexuelles. Dans cette période durant laquelle nous activons les campagnes contre les violences faites aux femmes, ce projet de loi propose un élargissement de la notion d'agression sexuelle et augmente la réponse pénale à ce phénomène qui ne devrait plus exister dans nos sociétés. Vos élus travaillent toujours dans la recherche de l'intérêt général. Je vous remercie à CRVD. Alors j'aimerais d'abord faire un petit rappel. Comme vous le savez, à Monaco, c'est le gouvernement qui conduit la négociation et le Conseil national est là en observateur très vigilant car depuis la modification de la Constitution de 2002, il est nécessaire qu'une ratification soit faite sur les accords internationaux par le Conseil national et une majorité donc des élus. Depuis quelques années, malheureusement, il y a eu pas mal de bouleversements déjà au sein de l'Europe, de la Commission européenne, puisqu'il y a eu des élections. Donc les négociateurs ont changé, les dirigeants ont changé donc, de la Commission européenne. Il y a eu le Brexit, comme vous le savez. Il y a eu la sortie de la Suisse aussi de cette négociation qu'il menait aussi en parallèle. Et l'accord qui nous liera éventuellement avec l'Europe sera, lui, tripartite, puisqu'il y a aussi donc Saint-Marin et Andorre qui conduisent les négociations en même temps que nous. Nous allons donc être obligés, comme je disais, de présenter à nouveau Monaco aux nouveaux négociateurs qui ont été désignés par l'Europe. Ce qui va encore un petit peu retarder certainement les choses. Néanmoins, il y a deux aspects à l'accord. Il y a un aspect général, donc qui concerne les trois petits pays, et des spécificités qui sont particulières à chacun des pays. C'est là-dessus que nous sommes très vigilants et que nous ferons respecter les lignes rouges qui ont été édictées par le prince. Entre autres, c'est principalement, pour ce qui nous concerne, la priorité nationale et la libre circulation au sein de Monaco des personnes étrangères. Donc ce sont vraiment des points importants pour nous. Voilà un petit peu l'état des négociations donc, qui ont été un petit peu ralentis à cause de tous ces événements. Et nous attendons donc probablement, peut-être pas pour cette législature, mais sans doute pour la suivante, d'avoir une avancée un peu plus importante. Cette émission touche à sa fin. On se retrouve ce mercredi à partir de 17h pour la première séance publique législative. Et comme promis, nous nous quittons en images avec la fête nationale. Despeito giù da nostro paese, se ride o vento, o meme pavaion.